Je me présente très vite, je suis Isabelle Palot-Frossard, je suis conservateur général honoraire du patrimoine et je suis actuellement présidente de la Fondation des sciences du patrimoine, qui est un rôle nouveau que j'ai depuis le mois de janvier. Présider cet après-midi est un honneur pour moi et un plaisir. Et je remercie les organisateurs de cette journée de m'avoir invité, Négine Mathieu, Anne de Wallins, Dominique de Fonréau, pour animer ces discussions de cet après-midi. Donc, conserver et entretenir les décors historiques de musées, nouveaux enjeux au XXIe siècle, c'est un sujet qui me parle tout particulièrement, parce que j'ai fait une grande partie de ma carrière dans les monuments historiques, en tant que conservateur des monuments historiques, donc sur le terrain, à m'occuper de décors, petits ou grands d'ailleurs, plus ou moins grands, mais quelquefois très grands, de décors délicats, comme ceux de la grotte de Lascaux, par exemple. Et puis, ensuite, j'ai travaillé comme directeur du laboratoire de recherche des monuments historiques, puis du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Donc, vous voyez, les deux domaines me sont assez familiers. Et j'ai entendu ce matin à quel point, mais je le savais déjà, mais ça m'en a fait prendre encore un petit peu plus conscience, à quel point les deux domaines des monuments et des collections sont évidemment intimement liés, et tous les deux domaines très concernés et très sujets à cette question d'entretien qui est absolument fondamentale pour assurer la conservation et la transmission aux générations futures de notre patrimoine bâti et des collections de nos musées. Donc cette question de l'entretien est évidemment très importante, et la table ronde finale de ce matin a permis de montrer à quel point il y a un consensus sur le fait que l'action d'entretenir, évidemment, est l'action qui permet d'espacer les interventions plus lourdes, bien que certaines questions dans la salle soient revenues aux questions justement d'interventions plus fondamentales, mais en tout cas, on a bien compris que c'était un moment très important. Enfin, c'est ce temps de l'entretien était un moment très important dans la vie d'une œuvre au sens très large du terme. Donc cet après-midi, nous aurons de nouvelles interventions tout à fait intéressantes, dont des exemples qui nous viennent de l'autre côté de la Manche, où cette question des grands décors et de l'entretien, de la maintenance, comme on dit en anglais, est très important et très vécu au quotidien. Donc ce sera un moment d'échange international important à lancer. Et puis nous aurons également une table ronde de discussion générale qui conclura l'après-midi. Voilà. Nous avons également une intervention sur les questions de documentation qui ont été déjà abordées ce matin, mais qui le seront à nouveau cet après-midi. Donc, pour la question d'organisation, je vais présider l'après-midi depuis le petit fauteuil qui est là. Et donc, je vais appeler le premier intervenant à venir à la tribune. Je vais dire quelques mots d'accueil à Josep Graubove. J'espère que je prononce bien votre nom. Vous êtes professeur associé en sciences du patrimoine. Alors, je suis très heureuse, évidemment, de voir que vous portez ce titre, au moins en français. Je ne sais pas quel est le terme qui est choisi en anglais, mais vous nous le direz. Dans une institution tout à fait importante, qui est l'University College of London, qui travaille beaucoup sur les questions de conservation et de restauration, et qui, depuis de très nombreuses années, met en œuvre des techniques scientifiques de pointe au service de la conservation et de la restauration. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui. C'est en fait un rêve fait réalité. Mais je vais parler en anglais, mais je seulement vais dire une petite introduction en français. Je suis conscient qu'aujourd'hui, je représente une université britannique et aussi la science du patrimoine britannique. Mais je veux seulement remercier l'organisation et le musée du Louvre de m'inviter à porter la parole. C'est vraiment un honneur. That's the end of, et voilà.
C'est tout ce que je voulais vous dire en français aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Je vais vous parler ici de la poussière dans le patrimoine. C'était le sujet d'ailleurs de mon doctorat que j'ai terminé il y a 7 ans. Et quand on termine son doctorat, on passe un peu de temps à s'éloigner du sujet. Mais je suis heureux de renouer avec ce thème et d'en parler aujourd'hui. Et je suis très heureux de voir que c'est toujours un sujet très pertinent et je continue d'apprendre tous les jours. La poussière. La poussière est toujours présente, elle est prévalente. On peut voir très facilement à quel point elle existe partout, puisque à tout moment, on peut avoir des images de tableaux en ligne avec une résolution extraordinaire. Et si on zoome, alors ça fait partie des tableaux très connus dans le musée Van Gogh, et si vous zoomez suffisamment, vous pouvez même commencer à voir des particules. Vous voyez 2 types de particules. Certaines sont de grandes fibres, probablement des particules qui viennent des vêtements des visiteurs, et des particules plus petites. Ça peut être des ensembles de particules, en fait. Ce ne sont pas des particules individuelles, et ça, ce sont les premiers états de dépôt. Donc, premier enseignement, on ne peut pas échapper, on ne peut pas éviter les poussières et les particules. Et ça fait partie des agents de détérioration dont on ne peut pas se débarrasser, mais que l'on peut gérer. Alors, comment gérer la poussière? Eh bien, il faut d'abord commencer à comprendre sa physique. Comment la poussière se comporte? Eh bien, on va commencer par cela. Et on va faire un peu de physique de la poussière. Il faut garder à l'esprit que la propriété essentielle de la poussière, ce qui définit son comportement le plus clairement, c'est que cette poussière est de toutes sortes de tailles, en une gamme qui va de particules extrêmement petites, qui se doivent par exemple à la combustion des combustibles fossiles, c'est-à-dire des voitures, et d'autres beaucoup plus grandes, associées aux activités humaines et qui proviennent généralement d'autres matériaux qui, par exemple, se déchirent comme des vêtements. Ces différences de taille sont très importantes. La différence entre une très grande particule commune et une très petite, c'est 10 000, voire 100 000 fois la taille. Donc on parle ici de choses extrêmement petites et puis extrêmement grandes finalement dans cette échelle. Et chacune a son comportement et on ne peut pas demander à 2 particules de taille tellement différentes d'avoir des comportements semblables. C'est un peu la même chose entre les galaxies et les planètes, dans une autre échelle. Alors voyons qu'est-ce qui va affecter leur comportement. Par exemple, la différence de taille. Les particules qui vont pénétrer dans les bâtiments, dans les boîtes, dans les vitrines, arrivent à pénétrer avec une efficacité plus ou moins grande. Ici, vous avez les exemples de résultats étudiés par une équipe française sur la tapisserie de Bayeux. Et ils ont étudié ici plusieurs tailles de particules pour voir dans quelle mesure elles ont réussi à pénétrer la vitrine de la tapisserie. Alors, ce tableau est difficile à interpréter et je vais vous livrer le message global. Ils ont trouvé que la concentration de grandes particules est relativement faible. Ces grandes particules proches de la tapisserie sont 10, 20, voire 30 fois moindres que celles qui sont dans la pièce, tandis que la concentration de particules plus petites, les particules provenant de la pollution urbaine, des voitures, cette concentration se trouve beaucoup plus élevée. Elle peut être beaucoup plus proche de la concentration extérieure, à l'extérieur de la vitrine. Voilà donc un premier enseignement sur les comportements des particules. La taille est importante aussi lorsqu'on la compare à la taille des pores ou des trous de la surface des matières. Ce que vous voyez ici, c'est un morceau de papier.
un morceau de cellulose donc. Et vous pouvez étudier les particules ici. La taille est comparable à la taille de pore. Donc on voit qu'on peut pénétrer non seulement à la surface des matériaux, mais à l'intérieur des matériaux. Alors, que faut-il en déduire? Est-ce que cela veut dire que la pénétration va se traduire par une réaction chimique? Ou est-ce que c'est simplement quelque chose que l'on pourra retirer? Alors, j'aime bien parler ici de 4 processus différents qui mènent à la réduction des valeurs de dépôt. Alors ce matin, nous avons eu une discussion qui était très éclairante en ce qui concerne l'importance relative de ces processus. D'abord, nous avons l'effet esthétique. Les visiteurs n'aiment pas se retrouver face à une surface poussiéreuse. Personne n'aime trouver des lieux poussiéreux, n'importe où que ce soit. La présence de poussière peut attirer aussi de la moisissure, des insectes, des nuisibles. Alors, on a eu beaucoup de recherches, mais peu de ces recherches ont été publiées suite à des expériences. Donc, on a encore peu de preuves de ceci. Mais le dépôt de particules entraîne un besoin de nettoyage. Alors là, il y a des nettoyages. Donc, s'il y a nettoyage, il y a risque de dommages. Si les surfaces sont sensibles ou délicates ou fragiles, là encore, on a peu de preuves pour le soutenir, mais ensuite, il faut voir s'il y a une détérioration ou une dégradation chimique. Et je vais vous montrer quelques résultats obtenus au cours d'expériences que nous avons menées. Voyons d'abord l'effet statique. Ça, c'est une recherche qui a été menée depuis des années, pas seulement sur le patrimoine, mais aussi sur la perception humaine. Beaucoup d'études regardent les différences de couleurs que l'œil humain peut percevoir. Ici, on parle plus spécifiquement de surfaces couvertes de particules, de petits objets ou de poussière. Ici, vous avez un résultat. Cette étude a déjà 10 ans, mais elle n'a pas encore été dépassée et je pense que les résultats sont clairs et tout à fait utilisables aujourd'hui. Sur ce tableau, ce que vous voyez, c'est le nombre d'observateurs qui détectent que la surface est sale. Ça, c'est ici le pourcentage de personnes qui constatent la saleté. Et ensuite, vous avez le pourcentage de saleté. Alors ici, vous avez un point d'inflexion très clair aux alentours de 5% de couverture de la surface. 100% des observateurs disent que c'est sale lorsque cela couvre 5% de la surface. On peut comparer ici à une zone ou une surface propre. Ces résultats ont été standardisés. Dans les meilleures conditions, on voit la poussière une fois qu'elle a couvert 5% de la surface. Et on peut ensuite traduire ceci en nuances de gris. Quand on a 5% de gris, on dit que c'est couvert de poussière, que c'est empoussiéré, que c'est sale. Alors, quel est le niveau de poussière? Le même niveau de poussière ne va pas être perçu de la même manière. Si c'est dans les catacombes de Paris ou si c'est dans les salles du Centre Pompidou. Les observateurs vont interpréter différemment selon leur sensibilité à cette surface. Alors, il n'y a pas d'hypothèse établie. Il n'y a pas eu non plus de recherche complète. Je crois que personne n'a vraiment testé si le niveau de dépôt dans une prison ou dans une catacombe est plus tolérable que dans d'autres cas. Je crois que ce serait une étude intéressante d'ailleurs.
Passons maintenant à la dégradation chimique. Alors j'ai mené une étude, une recherche, une expérience il y a quelques années avec des échantillons de papier et d'autres matières. Nous avons placé ces papiers dans 20 lieux de Londres. Chaque lieu a été qualifié en termes de pollution urbaine. Près des routes ou des rues, on a dit que c'était très pollué. Quelquefois, ces lieux étaient à l'intérieur de bâtiments avec une bonne pénétration et d'autres dans des lieux plus protégés. Après avoir exposé ces morceaux de papier pendant un certain temps, j'ai étudié la quantité de dépôts de poussière ayant contribué à une détérioration chimique. Deux conclusions. Première conclusion, ce qui est important n'est pas le nombre de particules déposées sur la surface. Ce qui est beaucoup plus important, c'est à quel point ces particules sont réactives. Il est possible qu'une petite quantité de particules plus réactives vont endommager plus la matière que des particules en plus grande quantité mais qui sont inertes. Ça, c'était la première conclusion. La deuxième conclusion de cette expérience est qu'en fait, la dégradation observée n'est pas très importante. Ici, cette dégradation ou détérioration s'exprime en perte d'épais. Alors c'est difficile à mettre en termes communs, c'est ce que l'on utilise pour étudier la détérioration du papier. Certains d'entre vous ont une expérience de la dégradation du papier. On peut parler de polymérisation. Ce n'est pas très important pour le but de cette étude. Mais ici, ce qu'on peut dire, c'est que cette perte est comparable à l'augmentation de la température d'1 degré dans une salle de conservation. Alors, si vous avez une feuille de papier entièrement couverte de poussière, la dégradation causée est comparable à une légère augmentation de la température. Donc, ça n'est pas très significatif. Et ce n'est important qu'à des très hauts niveaux de dépôt, en tous les cas, très certainement bien au-dessus de 5%. Ce qui veut dire que lorsqu'on voit de la poussière avec nos yeux, on nettoie la surface, on la protège de dégradation chimique. La dégradation chimique se produit bien après que l'on ait observé une salissure, un empoussièrement. Certains papiers sont plus sensibles. La soie peut l'être également, mais on n'est pas encore tout à fait certain. On vient seulement de faire cette étude et les recherches ne nous ont pas encore vraiment permis de déterminer les différences entre les matériaux. Alors, comment est-ce qu'on peut assembler ces deux conclusions pour en faire quelque chose de significatif? Le fait que le dépôt est visible ou que les particules sont visibles avec une certaine quantité de zones couvertes, imaginons maintenant quel système de mesure on va faire pour quantifier à quel point un musée est pollué ou un lieu est pollué, c'est-à-dire en termes d'investissement en nettoyage. Mon équipe est en train de mettre sur pied une étude avec des cartographies. Ici, vous avez une carte de Paris avec des lieux où nous avons fait des sondages, des études. Nous avons des données disponibles sur la concentration de particules au quotidien. Et ensuite, on a des moyennes annuelles et ainsi de suite. Ici, j'utilise un modèle mathématique qui me permet de traduire cette concentration en nombre de jours par an où il faudra nettoyer, en imaginant qu'on nettoie chaque fois que les particules sont visibles. C'est-à-dire, dès que vous voyez que c'est poussiéreux, 5% sur une surface parfaitement blanche, vous nettoierez cette surface avec un certain nombre d'hypothèses.
Par exemple, c'est un lieu naturellement ventilé, il n'y a pas de filtre à particules, et ainsi de suite. C'est un peu des espaces comme celui où nous nous trouvons actuellement, où nous avons de l'air qui rentre par des systèmes de ventilation avec filtre. Alors, en fonction de la concentration que l'on obtient, on va nettoyer une fois par semaine, c'est le minimum, et jusqu'à 3 fois par semaine dans les zones les plus polluées. La deuxième chose que nous avons appris, c'est la quantité de temps que l'on passe à nettoyer va dépendre de votre position. Certains points ici montrent des résultats très différents. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent près de grandes artères, avec beaucoup de pollution automobile, et d'autres zones où ça n'est pas un problème. Et on constate moins de dépôts. Ici, on ne parle que des particules qui viennent de l'extérieur vers l'intérieur. Ce sont des petites particules. Ce calcul ne tient pas compte des particules qui viennent du visiteur lui-même. À mon avis, d'après mon expérience, c'est à peu près à 50% chacun. Mais ça peut varier, évidemment, d'un musée à l'autre. Alors, qu'est-ce que ceci nous apprend? Le temps nécessaire pour débarrasser les poussières va dépendre de l'endroit où vous vous trouvez sur Terre, dans l'espace. Et ceci reflète ce que l'on a dans les centres. Et les images que vous avez vues ce matin l'ont bien illustré. Le temps nécessaire pour nettoyer la poussière est aussi variable à l'intérieur qu'à l'extérieur des sites. Ici, nous avons fait une simulation. C'est le résultat d'un modèle mathématique. On a simulé des surfaces à l'intérieur d'une pièce. Et j'en ai parlé dans mon doctorat il y a 7 ans. J'ai collaboré avec 2 institutions de patrimoine britannique et les palais royaux. Et dans cette propriété tenue par le patrimoine anglais, je me suis intéressée à des particules provenant de l'extérieur. Et dans les grands palais, j'ai plutôt regardé les particules qui provenaient des visiteurs eux-mêmes, c'est-à-dire générées en intérieur. C'est 2 cas différents, 2 études différentes. Et ici, je vous ai mentionné celle-ci parce qu'elle illustre ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, 90% des particules dans le bâtiment proviennent de la pollution de voitures. Pourquoi? Parce que ce bâtiment dispose d'une ventilation naturelle et parce qu'il est dans le quartier le plus, où il y a le plus de circulation, à Hyde Park, à Londres. Qu'est-ce que ceci nous démontre? Ça nous démontre que on peut essayer de voir pour chaque zone de la pièce, on peut arriver à un dépôt minimal, je ne dis pas le meilleur, mais le minimal avec un temps de nettoyage donné. Près des fenêtres, juste en dessous des fenêtres, vous avez donc une exposition à l'air extérieur. Cela devient sale en quelques jours. Sur les surfaces planes, horizontales, orientées vers le haut, la poussière devient visible au bout d'un mois. Donc c'est mieux que dans mon propre appartement, je dois dire. Et sur les murs qui sont verticaux, le dépôt devient visible au bout d'un an seulement, voire plus. Donc c'est extrêmement lent comme processus sur les parties verticales. Donc dans une même salle, vous avez des temps de nettoyage extrêmement différents selon les lieux. Maintenant que nous savons tout cela, qu'allons-nous faire en pratique pour comprendre la quantité de particules dans un musée? Comment on peut évaluer ces risques? Il y a 7 méthodes d'évaluation et 2 sont particulièrement
typique et une atypique. Les deux typiques, c'est la mesure de particules dans l'air ou sur les surfaces. C'est ce qu'on a fait dans le palais de Huntingport pendant des années. Moi, je préfère la deuxième méthode. Mesurer avec un microscope ou avec une caméra les surfaces. Ici, c'est ce qu'on doit faire dans le patrimoine. Ça coûte moins cher que d'avoir des équipements de surveillance très chers, même si ça demande un peu plus de travail aux personnes qui le feront. Et c'est en lien direct avec ce qui nous inquiète. Le patrimoine ne s'intéresse pas aux particules qui sont dans l'air, mais uniquement les particules qui sont déposées sur les surfaces. Et c'est ça qu'on va étudier. Ça peut être très onéreux de passer sa vie à prendre des photos. Donc les photos, c'est peut-être pas la bonne manière. Et j'en arrive à la troisième méthode. Vous avez des gens qui vont prendre des photos pour nous. Si on allait maintenant ici dans la salle des États ou dans n'importe quelle salle du Louvre, vous verrez que des centaines de photos sont prises. Est-ce qu'on peut utiliser cela pour surveiller les dépôts? Eh bien, nous l'avons fait. Nous avons fait un suivi à Londres. On a des chartes de couleurs qui permettent de calibrer la couleur des images. On peut retirer des filtres, voir les différences de lumière, et ainsi de suite. Et ensuite, on a ce suivi par visiteur avec les vraies couleurs. Ici, on note une corrélation visible et les zones de suivi sont toujours un peu inférieures à 5%. Je crois qu'on arrive plutôt à un maximum de 3% et ça peut être au minimum 1,5%. Donc ce sont des photos couleurs prises par des téléphones portables et on voit que la différence de couleur est inférieure à ce qu'on peut percevoir avec l'œil humain. Donc les photos prises par les visiteurs permettent de voir le dépôt avant qu'un œil humain puisse l'apercevoir. Ça paraît incroyable et c'est extraordinaire. Alors, ça, c'est de la théorie, hein. Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes pratiques, la faisabilité de l'expérience, comment est-ce qu'on va demander aux gens de demander ces photos, comment obtenir des données cohérentes, comment les analyser. Il y a toute une série de problèmes pratiques, mais je crois qu'on pourra donc ainsi bénéficier de l'aide de nos visiteurs pour l'étude de la poussière, obtenir un maximum de données et en même temps, on aide les visiteurs à avoir une action et d'être actifs. Merci beaucoup. Merci de venir nous rejoindre après ce bel exposé qui nous a montré des choses tout à fait, finalement, oui, je vous en prie, tout à fait, d'une certaine manière rassurante. Bien entendu, nous savons tous que la poussière peut occasionner des dommages, et vous avez bien insisté sur le fait qu'il y avait des particules réactives, d'autres qui le sont moins, et que donc il fallait être attentif à cette question d'empoussièrement, mais vous nous avez aussi montré, à notre finalement grande satisfaction, que l'œil humain n'est pas un si mauvais outil de monitoring, puisque finalement on détecte 5% de couverture de la surface, et que les visiteurs peuvent aussi contribuer à l'évaluation de l'état d'empoussièrement et de dégradation potentielle d'une collection ou d'une salle, aboutissant finalement à ce qu'on appelle maintenant la recherche participative. On pourrait imaginer qu'il y ait, par accumulation de données produites par des visiteurs, un accroissement considérable des connaissances que l'on peut avoir à des coûts modestes. Donc merci beaucoup de cet exposé.